Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres du journal, un point sur votre météo de demain. Regardez, la grisaille dominera cette journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 7 degrés et la maximale de 14 degrés. À la une de ce JT, le projet de SCOP pour sauver le groupe Brandt ne verra jamais le jour. Le tribunal de commerce de Nanterre a tranché Brandt et liquidé. Un coup de massue pour la petite centaine de salariés vendômois à quelques jours de Noël et un gâchis industriel énorme dénoncé par une grande partie de la classe politique. Y aura-t-il un procès pour juger l'ancienne épouse de Joël Le Squarnec, ce chirurgien pédophile condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour des violences sexuelles sur 298 victimes. L'une d'entre elles pense que son ex-femme savait et qu'elle n'a rien fait pour arrêter le prédateur sexuel. Elle vient de porter plainte contre la septuagénaire. Vous l'entendrez. Enfin, le circuit du Mans peut aussi servir à sauver des vies. Une formation à la conduite de secours avait lieu mercredi en Sarthe pour des ambulanciers de notre région en formation. Nous avons suivi ces quelques heures d'apprentissage intense. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir. Argent, quel dispositif pour soutenir les parents victimes de violences conjugales? Sujet qu'on évoquera avec Camille Louverrueff, la directrice adjointe de la CAF Touraine, qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Mais d'abord, Hélène, le couperet est tombé et il fait très mal. Oui, le tribunal de Nanterre a prononcé ce matin la liquidation judiciaire du groupe Brandt. Le projet de SCOP a donc été balayé par les juges. Au total, 700 emplois vont disparaître, 450 dans notre région, car le groupe industriel était implanté à Orléans et Vendôme. Vendôme, où la centaine de salariés a durement accueilli la nouvelle. Sur place, on retrouve Romain Delville avec Gaël Enanf. Ici, sur le site Brandt de Vendôme-Saint-Ouen, les salariés oscillent entre fatalisme et colère. Fatalisme car certains d'entre eux étaient informés depuis une dizaine de jours que leur service allait fermer. Colère car la liquidation judiciaire de Brandt met ici 91 salariés au chômage. Un gros dégoût, quoi. C'est un gâchis de voir finir une entreprise comme ça, et puis tout, le savoir-faire, enfin, la motivation des gens, tout. C'est un gâchis. De voir tout ça disparaître, voilà. Ça fait 25 ans que je suis ici et j'ai commencé ma carrière à 18 ans, donc ça fait mal au cœur de voir ça finir comme ça. C'était le jugement qui a fait du mal à tout le monde. Donc moi, je savais déjà que j'étais pas repris il y a une semaine déjà, donc moi, c'était surtout mes collègues. Si on pouvait sauver 50 personnes, ça aurait été très bien. Pendant midi, les représentants syndicaux avaient rendez-vous avec le préfet et les élus. Le préfet a exprimé son émotion de voir le dernier fabricant français d'électroménager disparaître. C'est la fin d'une épopée industrielle. C'est un pan du patrimoine industriel loir-et-cherien, mais national, qui tombe ce matin. Les salariés sont évidemment sous le choc, car nous attendions évidemment un miracle qui ne s'est pas produit. Dès lundi, une réunion aura lieu entre les représentants syndicaux, les services de l'État et les responsables de France Travail pour trouver une solution de reclassement aux salariés du site de Vendôme. Lorsque des personnes se trouvent, après toutes les difficultés qu'il y a eu, se trouvent licenciées demain, c'est forcément un coup dur, c'est un drame humain. Toujours, c'est 700 salariés en France quand même. Il faut le mesurer, le groupe Brandt, 700 salariés en France qui demain vont se retrouver sans emploi. Effectivement, et maintenant, on va se retrousser les manches avec les services de l'État. On a un territoire dynamique où il y a des recrutements. Suite à cette liquidation judiciaire prononcée aujourd'hui, les salariés vont recevoir d'ici une vingtaine de jours leur lettre de licenciement. Une officialisation que n'ont pas attendue les employés qui, dès ce matin, ont brûlé leurs documents de travail. Au premier rang des défenseurs de ce projet de reprise en SCOP, la région, elle avait promis d'apporter un soutien financier de 7 millions d'euros. Une intervention exceptionnelle pour défendre les deux sites industriels situés en centre-Val de Loire et les centaines d'emplois qui y sont liés. Aujourd'hui, son président est amer. Selon lui, il n'est pas crédible de prôner la réindustrialisation de notre pays et de laisser disparaître Brandt. Écoutez-le. C'est une décision particulièrement lourde de conséquences, particulièrement grave, particulièrement choquante. Nous avions soutenu une proposition qui n'avait jamais réuni autant de volonté publique. 20 millions d'argent public. La marque, elle est là. Le savoir-faire, il est là. Les acheteurs potentiels, ils sont à l'échelle de la France et de l'Europe.
la volonté des salariés et la qualification des salariés, elle est au rendez-vous. Quand on a autant d'atouts, autant de paramètres, voir que l'entreprise ne peut pas être reprise, c'est quelque chose qui me stupéfait et qui m'angoisse particulièrement. Justice à présent, y aura-t-il un nouveau procès Le Squarnec, mais cette fois-ci pour juger l'ancienne épouse du chirurgien pédophile. Céline Mahuto, l'une des victimes lochoises du pédocriminel, vient de porter plainte contre son ex-femme pour complicité aggravée. Elle estime que l'épouse savait et qu'elle n'a jamais dénoncé les faits. L'ancienne aide-soignante a toujours répété qu'elle ignorait tout des déviances de son mari. Pourtant, elle serait tombée sur les fameux carnets dans lesquels il racontait les sévices qu'il infligeait à ses petits patients. On fait le point avec Léa Turquier. Dès 1985, son ex-femme était déjà au courant. C'est la certitude qui anime Céline, l'une des victimes de Joël Le Squarnec. Elle vient de déposer plainte contre Marie-France, mariée pendant près de 50 ans avec l'ex-chirurgien pédocriminel. Toutes les personnes qui étaient au courant, il faut qu'ils libèrent la parole, il faut qu'ils disent les choses, parce que c'est aussi grâce à eux, cette omerta, que rien ne se passe, rien ne se produit et que des enfants continuent à se faire maltraiter. Parce que si elle avait dit les choses en 85, tout ça, ça ne serait pas arrivé. On ne serait pas arrivé à une procédure judiciaire avec plus de 300 victimes. Lors de sa déposition au tribunal de Vannes, l'ex-femme de Joël Le Squarnec a affirmé n'avoir jamais rien su avant 2017. Une position qui entre en contradiction avec plusieurs éléments. Dans ses carnets, Joël Le Squarnec écrit en 1996 « Elle sait que je suis pédophile », un pronom qui pourrait désigner Marie-France. À cela s'ajoutent les déclarations de plusieurs proches du pédocriminel, 3 nièces, son frère, sa sœur. Tous assurent qu'elle était au courant des agissements de son époux de l'époque. Pour maître Lise Borne, avocate de Céline, c'est un véritable duo criminel. Malgré cette connaissance, elle continuait tout simplement à le laisser faire. Donc on n'était plus du tout dans une abstention en fait. On est véritablement sur une intention de nuire. Elle a quand même dit que de toutes les façons, les petites filles aimaient ce genre de choses. Je cite. Une plainte donc pour complicité par abstention aggravée. Le parquet de Toulon dispose maintenant de 2 mois pour décider d'éventuelles poursuites. Si c'est le cas, l'ex-femme de Joël Le Squarnec encourrait les mêmes peines que son ex-mari. Justice, toujours, le pompier volontaire du Bouchardais a finalement été condamné hier soir par le tribunal correctionnel de Tours. 24 mois de prison, dont 12 fermes. C'est la peine infligée à l'ouvrier agricole de 25 ans, suspecté d'avoir allumé 7 incendies entre mars et juillet dernier dans le sud de la Touraine. Et les magistrats ont estimé que sa présence sur les lieux des incendies avant les autres pompiers ne pouvait pas être une coïncidence. Et puis toujours au chapitre fait divers, un homme de 28 ans a été abattu à Blois, rue Vasco de Gama, mercredi soir vers 21h30. La victime avait des antécédents judiciaires liés aux stupéfiants. Le maire, son adjoint à la sécurité et le préfet se sont immédiatement rendus sur place. La police municipale a également été mobilisée. Le procureur présent sur les lieux a ouvert une enquête pour homicide. Savoir conduire en situation d'urgence, ça ne s'improvise pas, Hélène. 80 ambulanciers alternants venus de notre région, des Pays de la Loire et de Normandie, se sont retrouvés mercredi sur le circuit du Mans pour une journée dédiée à la sécurité routière. Un dispositif rare, vu le nombre des stagiaires concernés. Une journée de freinage et d'exercice d'anticipation. Arnaud Potier a suivi les élèves d'Indre-et-Loire. Regardez. Quand la lumière rouge s'allume, vous essayez de stopper cette voiture sur la plus courte distance possible, freinage d'urgence. Fini la théorie, place à la pratique. Derrière le volant, 3 apprentis ambulanciers venus de Tours. Leur mission du jour, maîtriser le freinage d'urgence. L'objectif est simple, dédramatiser l'arrêt brutal pour mieux le contrôler. C'était une super expérience. Après, j'espère que ça va m'arriver quasiment jamais. Dans 2/3 des accidents mortels, la voiture n'a pas été utilisée au maximum de son potentiel avant l'impact. Donc si tout le monde était formé à faire ça, on réduirait la gravité ou on éviterait certains accidents, c'est sûr. L'exercice se déroule sur le circuit du Mans, encadré par l'ACO Formation. Ici, la piste est large et fermée, garantissant une sécurité impossible à reproduire sur route ouverte. À bord, David, le formateur, utilise un frénographe. Qui est un appareil de mesure de précision qui va nous donner le temps de réaction de la personne qui est au volant, au centième près, la distance qu'on a parcourue pendant le temps de réaction et une mesure précise des distances de freinage.
Chaque élève répète la manœuvre 3 fois. Au-delà des mètres parcourus, c'est une leçon d'anticipation, car les futurs professionnels devront bientôt se frayer un chemin dans le trafic en urgence. Après 2 heures intensives, Maël, Maëlys et Mireille repartent avec une vision transformée de la conduite. Dans la voiture, en fait, on ne se rend pas bien compte de la distance qu'on parcourt. L'anticipation qui est importante, et puis se rendre compte des temps de freinage. Ils sont 80 au total, venus des Pays de la Loire, de Normandie et du Centre-Val de Loire, à bénéficier de ce stage. Une première nationale, pourtant indispensable pour ces futurs experts de la route. Ils font à peu près 100 000 km par an, et c'est des jeunes apprentis. Donc, ils ont moins de 30 ans, ils sont sortis de période probatoire, donc on est vraiment sur le début de l'apprentissage de la conduite, et ils ont la responsabilité de vie humaine. Une expérience que l'Institut de formation des ambulanciers de la CCI du Mans espère bien reconduire. Les prochaines promotions de nos 2 départements pourraient bien être concernées. On reste dans le domaine de la santé avec un coup de projecteur sur une entreprise très innovante de notre territoire, plébiscitée par le public lors de la cérémonie du top des entreprises la semaine dernière. Elle s'appelle Adécotech. Elle est implantée depuis 2008 juste à côté de Vendôme, à Naveil. Et elle commercialise un robot nommé Mélodie, une solution qui permet de réaliser des échographies à distance. On vous explique comment ça marche avec notre invité du jour. Nicolas Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président directeur général d'Adécotech. Alors on va tout de suite voir ce robot pour essayer de comprendre comment ça marche. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce robot Mélodie ? Alors, on a une sonde jumelle qui permet à un médecin de contrôler un bras robotisé à distance qui va se trouver sur le patient pour faire les coupes ultrasonores permettant de faire le diagnostic échographique. Donc, ça s'adresse à une population type pédiatrique, adulte, femme enceinte, pour faire un certain nombre de suivis de pathologies, en cardiologie, en radiologie générale. Et donc, on voit là sur l'image le professionnel de santé côté patient qui maintient le robot sur la zone d'intérêt et à distance le médecin qui vient bouger cette sonde par l'intermédiaire d'une sonde jumelle qu'on pourrait appeler joystick également. Le médecin voit en temps réel la retransmission de l'image échographique et de la visioconférence qui lui permet de garder le contact finalement avec le patient et l'opérateur étant la personne qui tient le système. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un médecin à Paris et un patient en Loire-et-Cher et qu'il n'y a plus besoin d'avoir ce médecin à côté de nous pour faire cette échographie, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est de rapprocher numériquement les patients des experts pour venir en aide aux hôpitaux de proximité. Alors, on a installé déjà le système à Château-du-Loir, Châteaubriand, Châtillon-sur-Seine, Redon, Chartres. Tous ces petits hôpitaux de proximité sont équipés de la solution Mélodie et permettent de bénéficier de l'expertise de médecins qui se trouvent à Bordeaux, à Nice, à Marseille, etc. Alors on le voit, il y a quand même un opérateur à côté du patient. Quelles sont, j'allais dire, le niveau de cet opérateur ou la formation nécessaire? Est-ce qu'il en faut une? Alors, il en faut une, mais après, nous, Adécotech forme à la pratique de la télééchographie. Cependant, on a tendance à solliciter des infirmiers, des aides-soignants, des manipulateurs radio qui n'ont aucune compétence en échographie, qui ne savent pas faire de l'échographie, et que nous formons en une demi-journée au maintien du système sur le patient. En une demi-journée, les gens sont formés. Oui. Est-ce que la qualité de l'image échographique est comparable à celle d'un examen qu'on réalisera avec le médecin juste à côté? Oui, alors nous, la société existe depuis 15 ans, donc on a tous les marquages CE médical, FDM, DSAP, qui nous permettent la mise sur le marché de l'équipement. À partir du moment où on a une autorisation de mise sur le marché, on est en capacité de permettre au médecin d'engager sa responsabilité médicale avec l'outil. Ce qui fait que le professionnel, à distance, le radiologue, le cardiologue, l'obstétricien, est capable de faire un diagnostic comme s'il était à côté du patient, avec la même confiance que s'il était en présentiel. Alors ce robot Made in Loire-et-Cher, c'est une première mondiale et c'est vous qui le commercialisez près de Vendôme. Comment vous est venue l'idée? Il y avait une niche, il y avait un manque? C'est une très bonne question, Hélène. C'est avant tout un projet familial. Mon père est médecin, échographiste dans le Vendômois. Il a 3 cabinets privés. Il intervient également à l'hôpital de Vendôme. Et en 2008, il a eu l'occasion de participer à des études cliniques entre le CHU de Tours, l'Université d'Orléans et le Centre national d'études spatiales de CNES, ainsi que l'Agence spatiale européenne. Donc tous ces acteurs-là s'étaient réunis autour de la table pour imaginer envoyer des hommes sur Mars, des hommes avec un grand H, et donc se poser la question de surveiller l'activité physiologique de ces personnes. Est né de ces études scientifiques des premiers prototypes de robots d'échographie à distance.
Et ensuite, en 2008, mon père Eric a décidé de créer la société pour amener à maturité industrielle un robot qui servirait avant tout à la population terrestre. Alors là, vous parlez de Mars, mais j'allais dire, c'est quoi la distance maximale d'envoi de ce signal ou pour faire cette échographie à distance? Est-ce qu'il y a une distance maximale? Alors aujourd'hui, les tests les plus impressionnants qu'on a fait, c'est entre la Nouvelle-Calédonie, entre Nouméa et Vendôme. Donc il y a, je ne sais plus, peut-être 12 000 km, quelque chose comme ça. Et on avait une latence suffisamment faible pour permettre de réaliser l'examen à distance. Oui, c'est impressionnant. Le temps de latence, c'est ça, le temps qui peut, c'est ça. Pour que l'image arrive. Exactement. Plus on s'éloigne, plus le décalage peut être important, effectivement. Et entre Nouméa et Vendôme, en tout cas, ça marchait bien. C'est clairement une nouvelle solution pour lutter contre la désertification médicale. Ça peut aider? Oui, alors nous, c'est toujours ce qu'on dit, on n'a pas vocation à remplacer le médecin. On préférerait avoir des médecins aujourd'hui dans tous les hôpitaux de proximité. Maintenant, il y a des contrées comme le Grand Nord canadien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, pour lesquels il y a à peu près, aux États-Unis, 50 millions de personnes habitant dans un désert médical et pour lesquels on n'aura jamais de médecin à proximité. Donc il faut trouver des solutions technologiques pour ne pas brader la médecine, mais permettre à ces populations isolées d'avoir le même niveau de soins que dans les grandes villes. Et donc on retrouvera bientôt un robot Il y en a combien des mélodies aujourd'hui qui existent? Alors, il y en a 70 qu'on a déployés entre les États-Unis, le Canada et la France. Et on est en pleine accélération commerciale. Il y a une projection déjà du nombre qui va... Oui, on aimerait bien passer à 30 systèmes par an, puis 70, doubler comme ça tous les ans le potentiel. Merci. À suivre. Merci beaucoup pour vos explications. Alors on nous l'assure, Hélène, le projet verra bien le jour, même en cas de changement de municipalité. À la place de l'ancienne barre Saint-Paul, dans le quartier du Sanitas à Tours, un nouvel immeuble doit prochainement sortir de terre. Une résidence étudiante d'une quinzaine d'étages, mais également une halle gastronomique de 900 mètres carrés ou encore une maison des associations. Les travaux devraient débuter en 2028 pour une inauguration prévue sur le papier en 2030. Ce nouveau lieu de vie a pour but de mixer les publics tout en modernisant l'image du quartier. La volonté d'imbriquer ces différents programmes, elle vient aussi chercher à permettre qu'il y ait un dialogue qui se fasse entre ces différents éléments, à la fois la halle gastronomique, la maison des associations et l'espace France Service, ainsi que la résidence étudiante, pour qu'une synergie puisse se faire entre ces différents espaces et faire un réel lieu de vie, de destination à l'échelle du quartier, mais aussi à l'échelle de la ville. Allez, place à notre rubrique On vous répond à présent avec notre invitée Camille Louverrueff, directrice adjointe de la CAF Touraine. Pour répondre à cette question, argent, quel dispositif pour soutenir les parents victimes de violences conjugales? Bienvenue Camille sur notre plateau. Alors après la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui a eu lieu le 25 novembre dernier, la mobilisation doit se poursuivre, notamment sur le terrain financier, car oui, on le sait trop peu, mais l'argent est souvent un levier de pression et de contrôle dans les relations violentes. C'est une réalité que les institutions publiques s'efforcent de briser, notamment la CAF avec ce dispositif qu'on appelle l'AVVC. C'est quoi ce dispositif? Ça veut dire quoi et c'est quoi l'objectif? Oui, bonsoir Aurélien. Merci de m'inviter pour parler de ce sujet qui est un enjeu de société majeur et pour lequel les CAF s'engagent auprès des victimes. Alors AVVC, c'est l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Son objectif, c'est d'aider les victimes lorsqu'elles ont envie de déclencher quelque chose. Ce n'est pas forcément le départ du foyer, mais c'est qu'elles ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien financier pour un relogement d'urgence temporaire, pour préparer un déménagement, pour s'habiller éventuellement. Enfin voilà, pour les soutenir financièrement dans leur démarche. À qui c'est versé? C'est à toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales? Oui, alors c'est versé aux femmes, aux hommes également, s'ils sont victimes de violences, ça peut arriver. Il n'est pas nécessaire d'être allocataire, il n'est pas nécessaire d'avoir des enfants. La CAF intervient vraiment auprès de tous les publics. La demande, elle se fait très simplement. Elle se fait en ligne ou elle peut se faire à la CAF. Elle se fait sur notre site www.caf.fr. Il y a juste une pièce justificative à fournir. C'est un document datant de moins de 12 mois qui prouve que des démarches ont été engagées. Ça peut être un dépôt de plainte, ça peut être une ordonnance, un jugement ou un signalement auprès du procureur de la République. Donc un titre exécutoire et ensuite vous, CAF, vous faites l'intermédiaire, c'est ça l'idée? C'est ça, on versera directement dès lors que la demande est faite et qu'on dispose de cette pièce qui date de moins de 12 mois, on verse en moins de 3 jours l'aide. Si le
parent débiteur et défaillant, vous êtes là justement pour récupérer la somme auprès de lui, c'est ça? Non. 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 D'accord. Là, on est sur un autre dispositif. D'accord. Là, il n'y a pas de question de parentalité. Très bien. On n'est pas intermédiaire. On intervient si la personne souhaite demander cette aide parce qu'elle a été victime de violence. On va lui verser automatiquement. C'est quoi le montant moyen de cette aide? Est-ce que ça permet de sortir du domicile Oui, conjugal? alors le montant, il va dépendre de la situation. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que la personne est seule? Le montant minimum, c'est 600 €. Et en moyenne, sur les 500 aides qu'on a versées depuis sa mise en place, le montant moyen, c'est 847 €. Et ça peut se faire sans que le conjoint soit ou la conjointe soit au courant, j'imagine. C'est il vaut mieux. l'objectif Ouais. aussi. C'est les CAF en tant qu'acteurs de proximité, c'est parfois plus facile de se rendre dans une CAF parce qu'on peut avoir d'autres démarches à faire. Et puis on peut le faire en ligne, donc on peut le faire aussi en toute confidentialité vis-à-vis du conjoint violent. Et la personne, lorsqu'elle le déclare, donne son RIB. Donc on va le verser sur le RIB qui est fait avec la déclaration. Donc si on a besoin, direction le site caf.fr, il y a une rubrique pension alimentaire, c'est ça? Oui, ou dans nos accueils, puisqu'on peut également accompagner les personnes si elles ont besoin d'être soutenues. caf.fr pour les informations. Et puis on rappelle le 3919, numéro dédié aux personnes victimes de violences conjugales. Merci beaucoup Camille Reuel d'être venue sur le plateau. Ce soir, rappel du principal titre avant de se quitter. Non, on est très en retard, donc Eh ben, on va allons-y. rester là. Très bonne soirée chère Hélène. Dans un instant, le Grand Talk, Aurélie Renaud. Nous on se donne rendez-vous demain, 17h50. À demain.